Salut. Salut, tu vas bien? Attends, je vais Ouais, ça changer. va. Voilà, comme ça, ce sera mieux. Alors, bonjour à tous ceux qui sont en live et bonjour à toi, Mickaël. J'espère que tu vas bien. Ouais, bah écoute, ça va. Franchement, ça va, ça va. Nickel. Voilà, on va commencer. J'enregistre directement, j'enregistrerai tout et je posterai donc après sur YouTube et juste la version audio pour les plateformes de podcast. Allez. Donc, on va commencer par te présenter rapidement pour ceux qui te connaîtraient pas encore. Donc, Michael Ouais. Lebou, Ragnard. Bon, on va commencer par ça en fait. Ton surnom, Ragnard, d'où est-ce qu'il vient? Ouais, bah en fait, ça c'est venu, c'était un délire à l'époque. J'avais une barbe un peu plus épaisse et c'était en plein dans la naissance de Viking. Viking, ça venait d'arriver en fait à la télé. Et comme je suis arrivé à l'UFC, ben en réalité on a changé parce à la base c'était Nutella parce que moi je suis quelqu'un qui mange beaucoup de Nutella. Tu vois. Donc on est passé de Nutella à Ragnar. Mais c'est aussi lié, je pense, au style de combat parce que je lâche rien, quoi. À chaque fois, je lâche rien. Et donc, du coup, ça faisait un bon lien, quoi. C'était un peu ça l'idée. De fait. Et donc, en tant que combattant MMA, tu es passé notamment par l'UFC. On t'a vu aussi au Cage Warriors, Obama, et actuellement, tu es au M1. J'étais au M1, ouais. Mes derniers combats étaient au M1, mais D'accord. je suis plus sous contrat avec eux. D'accord. Voilà. T'es plus sous contrat. Est-ce que tu as déjà des pistes pour la suite? J'ai des pistes là qui vont J'avais plein de pistes. Après, il y en a avec qui on est tombé d'accord, avec qui on n'est pas tombé d'accord. Là, j'ai une première piste. C'est une piste, enfin, c'est même plus qu'une piste. Ça va se formaliser à fin de semaine ou début D'accord. de semaine prochaine. C'est dans le sud de la France avec une organisation, un contrat non exclusif, mais dans lequel je m'engage quand même sur un multi-fight. Ok. Et, euh, et donc, du coup, ça sera l'occasion de combattre en France et je l'espère bientôt dans les règles du MMA. Ah bah oui, c'est une bonne transition vers l'évolution du MMA en France. On avait parlé hier sur ou avant-hier en live sur le MMA sur le groupe. On sait qu'on fait du MMA à Caen. Comme quoi, oui, pour les athlètes professionnels avancés, ça changera pas grand-chose que ça se légalise en France, mais évidemment pour les amateurs, ce sera un gros avantage par rapport à ce que toi tu as vécu pour évoluer dans ta carrière. En fait, moi, je pense qu'il y a vraiment deux axes de travail. Effectivement, il y a le côté amateur. Donc, le côté amateur, c'est quand même pas mal parce que ça va permettre déjà de s'assurer que les formateurs aient tous un minimum de niveau pour pouvoir enseigner le MMA. Donc, ça, c'est quand Ouais. même pas mal parce que même quand tu donnes pour les parents qui vont envoyer leurs enfants dans des sports, etc., on est quand même rassuré de savoir que la formation est assurée, quoi. Donc ça, c'est vraiment le côté positif, c'est le côté en fait qui va permettre aussi ensuite de facilement suivre la formation et de les faire passer pro et tout en de façon à ce que ce soit encadré, etc. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Et puis ensuite, tu le disais, il y a le côté professionnel. Qu'est-ce que ça va apporter à nous qui sommes déjà dans le circuit? La fédération en elle-même, pas grand-chose. Mais par contre, le fait que ce soit légalisé en France, ça va apporter beaucoup de choses. Parce que on aura une visibilité, on va avoir des médias qui vont commencer à s'intéresser à nous. Qui dit des gros vecteurs de communication et qui dit tout ça, dit forcément on va avoir des chances de partenariat, des opportunités de partenariat qui vont nous permettre d'être plus à l'aise dans la manière de s'entraîner et de construire notre carrière, tout Ouais, simplement. de fait, ça vous rendre aussi un peu plus autonome et puis le fait de pouvoir combattre devant son public, ça peut aussi faire monter une carrière. Et oui, exactement. Je pense qu'on va avoir des carrières en France. En plus, tu sais, c'est comme dans tous les pays du monde. Tu vas avoir des organisations qui vont être là pour monter, pour faire voir qui est le futur rookie entre guillemets, qui est le futur français qui peut aller à l'international. Et puis ensuite, tu auras les grosses organisations qui vont venir de temps en temps en France et qui vont signer justement ces petits là qui sortent du lot, quoi. Oui, Donc, effectivement, on le remarque notamment pour l'UFC, ils recrutent très facilement des combattants des pays dans lesquels ils vont plus régulièrement. ouais, par exemple, le Cage Warrior a pris au Royaume-Uni cette position, c'est-à-dire de faire ressortir les meilleurs combattants. Dès que les combattants ont la ceinture et qu'ils font une ou deux défenses avec des performances, ils signent assez facilement avec l'UFC. Et le M1, c'était un peu ce qui se passait aussi là avec depuis que l'UFC organisé en Russie, le Ouais. M1 aussi avait pris un peu
ce même type de, comment dirais-je, de stratégie, c'est-à-dire de donner ses champions à l'UFC, tout simplement. Ouais, c'est ça. Bah, effectivement, c'est un bon win-win parce que ça fait une bonne pub après pour la promotion. Sans transition, réellement, tu représentes Hobby Fight. Je connais très très peu sur l'équipe. J'ai juste vu qu'à un moment, tu avais transité vers là-bas. Tiens, en dire un peu plus sur ton équipe. Bah écoute, Hobby Fight, en fait, alors pour revenir aux origines, Hobby Fight, c'est un club qui s'est construit, un club de pied-point, plus axé boxe thaï, qui s'est construit sur Vitry-sur-Seine il y a à peu près 4 ou 5 ans de ça, je crois 4 ans et demi. Et nous, il y a 3 ans, on a posé nos bagages là-bas avec 4 autres combattants. Donc Mhm. Kevin Fall, David Beer, qui est Ouais. actuellement l'un des plus connus parce qu'il performe beaucoup, Taradji aussi qui a un nom, Yacine Bella. Belhadj, et donc qui est en train de, et notamment en Belgique en plus par ses apparitions au Beatdown, a prouvé que c'était un grand combattant. Et du coup, nous 5, on a quitté le Factory pour s'installer en fait à Hobby Fight et faire et créer en fait la section pro MMA et donc aussi la section amateur, c'est-à-dire David fait des cours au niveau amateur, des fois je le remplace, et donc on est vraiment à la création du pôle MMA sur Hobby Fight. Donc ça a été un projet qu'on a mené à 5 et qu'on continue de mener. Et l'équipe s'est agrandie au fur et à mesure. Ah ouais, c'est un très chouette projet. C'est sympa de voir d'autres équipes assez indépendantes qui se lancent et qui réussissent surtout. Euh, Ouais, tu parles de David Baer, c'est une excellente transition. Son ouais. dernier combat, c'était une belle performance au Cage Warriors. Et en fait, je voulais absolument parler de ce combat-là, surtout pour l'aspect absence de public. Donc, c'était le deuxième événement MMA en lockdown. Le premier, c'était l'UFC non, l'UFC avait lieu le lendemain. Enfin, peu importe, ça jouait à un Ouais, jour. c'est pas exactement. Euh, t'es du coup la bonne personne pour nous parler de ça. Est-ce que ça a une influence de combattre devant un public ou dans une arène vide? Est-ce que le combattant ressent quelque chose de différent? Est-ce que l'énergie que le public apporte va changer quelque chose sur la qualité du combat ou sur la performance de l'athlète? C'est une bonne question parce que tu vois dans les analyses là que j'ai fait sur le combat de Francis par exemple et le combat aussi de Gage et Ferguson, je l'ai pris en compte parce que pour moi c'est un facteur déterminant. C'est-à-dire que si avec son staff enfin si le combattant ne se met pas en tête qu'il n'y aura pas de public, qui Ouais. combat un peu dans une ambiance un peu morte, hein, faut le dire, il y a pas de bruit à part les bruits des gens, le feuille, le bruit du caméraman, enfin on entend vraiment tout pour le coup. S'il n'arrive pas à se conditionner et à se dire ok j'ai pas de public et voilà, ça peut être vraiment quelque chose de néfaste pour le combattant. De la même manière que je pense qu'il y a des combattants, c'est des véritables showman, tu vois, des Mhm. mecs qui aiment le show, qui sont galvanisés par la foule plus qu'autre chose, tu vois, qui ont besoin de cet aspect-là pour se transcender. Ça va être très compliqué pour eux de gérer. Donc le combat il se prépare un peu différemment. Ouais. Voilà, pas au niveau de la prépa technique et physique, effectivement, ça ne change rien parce qu'on est là pour performer sur une attitude, sur un combat, donc ça change rien. Par contre, sur la préparation mentale, voilà, faut que le combattant soit assez fort pour faire abstraction de tout ça. Et pour en revenir à David Beer et donc l'expérience qu'on a vécue au Cage Warrior, je peux vous assurer que pour lui, ça a été l'enfer. Ok. C'est-à-dire que nous, on a eu Emmanuel Macron qui a pris la parole, c'était un lundi soir. Le lundi soir, il a annoncé que le lockdown se faisait le mardi à 10h ou je sais plus quelle heure. Le Cage Warrior nous a appelé pour nous dire vous partez demain matin à la première heure, alors qu'on devait partir que le mercredi ou le jeudi. Donc là, David, bah, il se dit bon, je laisse, qu'est-ce que je fais? Imagine, je me retrouve bloqué là-bas. Nous, on savait pas du tout comment ça allait se passer. Ouais, ouais. C'était quelque chose qui était, bah, c'était une première dans la vie de beaucoup de personnes. Et du coup, on a fait le choix de partir. Il y avait Morgan Charrière qui était là-bas. Ouais. On pensait que Samir aussi allait venir. Samir, lui, a fait le choix avec son staff de pas se déplacer. Nous, on est parti là-bas. Il s'est avéré ensuite, on était rassuré qu'il y a d'autres Français, mais il s'est avéré ensuite que le combattant de Morgan n'ait jamais fait le déplacement. Donc Exact. Morgan est rentré sur Paris. Et du coup, on était un peu les seuls étrangers là-bas. Et l'événement devait se faire à Londres. Il a été ensuite déplacé à Manchester. Donc, vous voyez, dans la Fight Week, David, il a quand même eu beaucoup à gérer de petits aléas et tout. Et franchement, je pense que si on n'est pas assez solide psychologiquement et si on n'arrive pas à se conditionner, ça peut être compliqué. Ouais, Ça peut vraiment. effectivement. Et juste par curiosité, David Beer, il est plutôt extraverti ou introverti? Parce que ça aussi, je pense que ça peut jouer dans la cage. Les extravertis prennent l'énergie de l'extérieur, les introvertis vont plutôt puiser chez eux.
Ouais, c'est pas bête, c'est pas bête, parce que c'est pas je dirais pas qu'il est introverti, parce que c'est quelqu'un Mhm. qui est hyper sociable, qui parle et tout, mais c'est pas quelqu'un de extraverti non plus. C'est pas quelqu'un qui se donne en spectacle, c'est quelqu'un qui est quand même assez observateur, qui dans un groupe prend du recul, analyse beaucoup les situations. Donc t'as peut-être raison. Je pense que il y a vraiment quelque chose qui est lié à ça, quoi. Oui, je Et pense que dans un combat, ça pourrait avoir une mini influence quand on combat sans public, le fait qu'on soit introverti ou extraverti. ouais, je pense que tu n'as pas tort parce qu'en tout cas, ça colle. Ce type de combat n'a posé en tout cas aucun problème à David et il est effectivement pas très extraverti. C'est pas quelqu'un qui se donne en spectacle ou autre Mhm. quoi. Ok, tantôt tu parlais un tout petit peu de la préparation. Effectivement, pendant cette période, c'est un peu plus compliqué. On ne sait pas aller à des cours publics, toutes les salles ne sont pas ouvertes. Est-ce que ça aussi, tu penses que ça aurait une influence, parce que là, on parle un peu de tous les facteurs externes de l'UFC 249 avant de plonger dans les combats. Est-ce que la on doit tous adapter notre préparation en cette période? Est-ce que ça pourrait avoir un impact négatif, voire peut-être positif, sur les combats qu'on aura samedi? Ouais. Bah, en fait, j'ai presque envie de dissocier. Tu vois, moi je me dis que pour des poids lourds, il n'y a pas une grosse différence parce qu'en fait, ce sont des gars qui ont difficilement des sparring au quotidien. Ouais. C'est-à-dire que moi, je l'ai vécu quand je voyais Francis à l'époque au Factory, on lui trouvait difficilement des gars. C'est-à-dire que Francis, il a dû beaucoup faire tout seul ou faire avec des poids légers lentement, doucement. Donc je pense que pour lui, tu vois, le fait d'être en confinement et de pas avoir plein de sparring ne changera pas grand-chose dès lors qu'il a son staff autour de lui, évidemment, hein. Ouais. Son préparateur, son coach qui lui tient le pas d'ours et tout. Donc tu vois, je vais aller dire que pour les poids lourds, je pense que c'est peut-être même bénéfique parce qu'ils vont peut-être plus travailler leurs conditions physiques, des choses qu'ils abandonnent parfois, et du coup on va avoir un combat où ils seront prêts physiquement et que voilà, et techniquement je pense que ça a pas gros impact sur eux. Maintenant, il y a des combattants, comme je le disais, Ferguson par exemple, lui, c'est un cas tellement atypique, il s'entraîne tout seul dans sa cave, tout ça, tu vois, c'est un mec qui vraiment c'est un spécimen, tu vois. Donc lui, par exemple, le confinement pour moi, je ne sais même pas s'il le voit pas comme une opportunité, tu vois. Je sais pas C'est fort comment. probable. Non mais et après, tu vois, par contre, t'as des mecs comme Gaëj ou des mecs qui évoluent avec beaucoup de sparring. Tu vois, par exemple, à l'époque, Georges Saint-Pierre, lui, on sentait que au Ouais. Tristar, il avait besoin de beaucoup de sparring dans beaucoup de disciplines, tu vois. Et je pense que pour des mecs comme ça, c'est plus compliqué de le gérer parce que, effectivement, alors après, je vois pas ce qui se passe en interne dans leur club, hein. Peut-être qu'ils ont tout ce qu'il faut et que c'est juste qu'ils communiquent pas. Mais ça, je pense que ça peut jouer. Ça peut jouer. Mais pas sur par contre, je le redis, je pense que sur le plan physique, on va avoir des gars qui sont prêts. Ouais. Parce que je pense que à défaut de faire beaucoup de sparring, d'opposition, de drill, ils vont faire beaucoup de conditionnement physique. Ouais, je pense que je suis assez d'accord avec ça. Et effectivement, comme tu dis, le fait qu'ils fassent moins de sparring, ça pourrait aussi se ressentir peut-être dans les réflexes, mais ça peut se ressentir aussi en positif, dans le sens où ils seront plus frais quand ils aborderont le combat. Petite question hypothétique, Michael. Ouais. Si l'UFC t'avait appelé il y a un mois pour te demander de combattre ce week-end, un, est-ce que tu aurais accepté? Deux, comment est-ce que tu aurais géré ta préparation? Bah, un, j'aurais accepté, sans même réfléchir. Voilà, genre instantanément, j'aurais accepté. Deux, j'aurais pris à peu près trois partenaires. Mhm. Voilà, pas plus. Ensuite, je les aurais invités à la maison histoire de faire une sorte de pour limiter au maximum, Ouais. c'est-à-dire les risques que eux soient contaminés de l'extérieur et me contaminent ensuite, ou l'inverse, L'inverse. c'est-à-dire qu'on se contamine entre nous et qu'on diffuse le truc. Mais j'aurais essayé de faire un training camp un peu à huis clos, c'est-à-dire de faire un à la maison. Voilà, je les invite les trois ou quatre à dormir, et puis tous les jours on s'entraîne ensemble, etc. Et voilà. C'est comme ça que j'aurais préparé la chose en tout cas. Ouais, je crois que c'est assez optimal compte tenu de la situation de s'entraîner comme ça. Et tant qu'on est sur le sujet, pour l'instant, comment est-ce que tu t'entretiens? Ben, franchement, je fais beaucoup de cardio. C'est Ouais. pour ça que je en parlais aussi pour les autres combattants. Le sparring me manque, mais en fait, le vrai souci, c'est pas que les gars ne soient pas accessibles pour aller faire du sparring. C'est le problème, c'est les salles. Ouais. C'est-à-dire il y a une responsabilité pour celui qui détient la salle, qui a les clés de la salle. Et aujourd'hui, personne prend la responsabilité de dire bon bah tenez les clés et gérez-vous. Voilà, Mhm. on n'en est pas là et malheureusement.
Donc du coup, on fait des activités individuelles et on essaye de s'entraîner comme on peut. On fait un peu de shadow, on essaye, mais bon, à un moment donné, c'est fatigant, c'est usant, on n'a même plus envie quoi. On a vraiment envie de driller, d'avoir un partenaire en face de soi, d'avoir du ressenti, du Ouais, voilà. ça se Donc là, comprend. Mais la dynamique dans le combat est très importante et ça se travaille évidemment tous les jours. Donc le fait de plus pouvoir avoir un échange avec quelqu'un, ça coupe un peu les préparations classiques. Maintenant, ouais, on dit souvent que comme les entraînements MMA, c'est fort prenant, c'est très compliqué d'améliorer des choses comme le VO2 max ou comme la force pure en training camp parce que on se fatigue énormément en apprenant des techniques ou en faisant des sparring. C'est très compliqué de bosser le reste à fond. Donc c'est peut-être aussi une bonne opportunité pour les combattants de travailler sur des ah, skills qui mènent à une amélioration pour le MMA. ouais, bah, je pense que de toute manière, ceux qui se sont fixés pour objectif d'améliorer un critère purement physique, eux sont dans le vrai et dans, on va dire, dans le facilement atteignable. C'est-à-dire que s'ils sont rigoureux dans ce qu'ils font et qu'ils ont la bonne méthode d'entraînement, ils vont réussir à obtenir un résultat. Maintenant, sur le plan technique, je trouve que c'est quand même plus compliqué. Je trouve Ouais. que c'est plus compliqué quand t'as personne en face de toi qui réagit, parce que tu peux vite tomber dans quelque chose qui est purement théorique et difficilement en réalité transposable en entraînement. Parce que souvent, quand tu apprends une technique, tu répètes. Ensuite, tu essayes de mettre en place à l'entraînement. Puis là, tu adaptes en fonction de toi, ta morphologie, tes bras, ton type. Tu vois, voilà, tu adaptes. Et ensuite, tu réajustes et ensuite, tu drilles et jusqu'à ce que tu puisses ensuite les skiller en combat, quoi. Oui, tout à Mais fait. tu vois, après, c'est ma pédagogie. Hein. Il y a plusieurs, il y en a qui ont besoin de beaucoup théoriser, d'autres un peu moins. Donc, je vais pas en faire une science. Mais je pense qu'en tout cas, l'axe de progression le plus facile à se fixer là en période de confinement, c'est sur l'aspect physique. Ouais, clairement, c'est ouais, strength and conditioning. Et pour ceux qui manquent de souplesse, ça peut être ça. Et il y a aussi l'aspect mental qui peut être fort travaillé en Ouais, c'est ça. confinement et Ouais. qu'on fait très rarement au final. Et puis, ouais, de prendre du recul sur soi aussi, comme tu le dis. C'est aussi l'occasion, peut-être, si on a des petites blessures, bah, voilà, de faire une sorte de reset et de prendre du recul sur la situation, comme tu le dis. Alors, c'est sur le plan mental, mais c'est aussi sur qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment, est-ce que Ouais, j'ai toujours envie, enfin, je sais pas où les gens en sont, de se fixer des objectifs, c'est ça. euh, de revenir avec une envie. Donc, c'est vrai que t'as pas tort aussi sur cet aspect-là, c'est-à-dire de prendre du recul un peu par rapport à la situation, parce qu'on est toujours dans notre quotidien et on a toujours plein de choses à faire. Donc, du coup, des fois, on se pose même pas les bonnes questions. Et là, c'est aussi ça, c'est prendre du recul avec ce qu'on aime faire et voir si on aime toujours le faire. Ouais, exact. Ben, en fait, tu mets le doigt dessus. Je viens d'écrire un article là-dessus. Pour ceux qui sont intéressés par ça, contactez-moi. Je vous enverrai le lien en privé. Ben, maintenant, on va directement se plonger sur l'UFC 249. C'est une très Ouais, belle carte. Il y a beaucoup de beaux combats et on s'est décidé sur 5 combats analysés, je pense. ouais, Euh, bon, donc voilà, je- on va les passer en revue et on va faire dans l'ordre chronologique des combats. Donc, on va finir par le main event. Et le premier duquel on va discuter, c'est la revanche entre Anthony Pettis et Donald Cerrone. Donc moi, ouais. comme première question par rapport à ça, c'était mentalement, qui a l'avantage quand tu abordes un combat qui a déjà eu lieu et qui s'est terminé en 2 minutes 30. Ouais, bah voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Je pense que ça va être compliqué pour Céron parce que Pettis va arriver un peu confiant dans le sens où bah il l'a déjà gagné ce combat, il a déjà gagné par KO en plus Ouais. euh, assez rapidement. Bon, on sait qu'aussi Céron c'est un diesel, c'est quelqu'un qui rentre parfois difficilement dans ses combats et tout. Là, c'est un combat en 3 rounds, donc c'est Mhm. pas un combat dans lequel il va pouvoir s'exprimer comme avec Luc à un moment donné. C'était Luc. Enfin, ouais. Là, il est quand même sur 3 défaites consécutives, même Ouais. si c'est des gros noms. Il a pris Fergus, Gage et McGregor. Bon, il est quand même sur 3 défaites consécutives. Et Il est 3 un peu KO. plus, ouais, 3 KO. Bon, il a 37 ans. Quand tu regardes bien sur ses 10 derniers combats, il n'en a gagné que 4. Ouais. Il n'y a pas de grands noms non plus. Voilà, ça fait beaucoup. Après, Petit aussi, Petit, sa carrière, elle est un peu en dents de scie. J'ai pas envie d'être médisant quand je dis ça, mais j'ai l'impression que depuis que Lusada est passé par là, il a eu une sorte de contre-performance. Ouais. Et puis Petit, il est capable du meilleur et d'un coup du moins bon. C'est-à-dire contre Ferguson, il était quand même à 2 doigts de finaliser Ferguson. Euh,
il avait battu par soumission, j'ai oublié son nom, Euh, Oliveira. Oliveira, de fait, ouais. Il bat, il bat Thompson par KO. Ouais. Et derrière, il fait une contre-performance là, il y a pas longtemps contre un gars. Bon, il est costaud, il arrive, mais c'est pas un top 5. Contre Nat Diaz, il gère un peu mal, je trouve, le combat et l'aspect. Tu vois, il a voulu bagarrer avec un bagarreur. Enfin voilà, Petit, il est hyper talentueux. Je trouve que c'est un génie, mais qui a du mal à, comment dirais-je, à imposer son style en fait. Et Ouais, j'ai l'impression que récemment sur sa carrière, il a plus spécialement d'objectifs. Tu vois, une fois qu'il a perdu la ceinture, j'ai l'impression qu'il a un peu divagué. Il est descendu en même featherweight, dans les revenu en catégories, lightweight. Il est allé ouais, combattre Thompson en welterweight. et ça c'est un coup de poker énorme. Tu Ouais, vois, ouais, oui, oui. Parce qu'en plus, prendre il s'est un Thompson, peu malmené jusqu'au temps. ouais. Ouais, ouais. Ah non mais on est entièrement d'accord. C'est un peu la même analyse. En fait là, c'est ce que j'allais dire. C'est un combat euh, où on a deux gars qui, je pense, ont le sentiment de ne plus être en course pour des ceintures. Ouais. Parce que je pense que clairement, ni Cerrone, ni Pettis, ou du moins le Pettis à l'heure actuelle, ne se voit pas aller chercher une ceinture tout de suite. Mais je pense quand même que Pettis est largement au-dessus. Et Mhm. je pense que Pettis arrive en grand favori sur ce combat. Voilà. Ouais. D'ailleurs, le combat a lieu en welterweight. Je pense que c'est aussi un indicateur, comme tu le dis, qu'ils sont plus spécialement à la recherche d'une ceinture, qui remontent tous les deux de catégorie de poids pour ce combat. Enfin, Cerrone, son dernier, c'était en welterweight, mais à la base, ils sont tous les deux en dessous. Est-ce que pour toi, ça va à l'avantage un peu de Cerrone, qui a plus d'expérience en welterweight et qui, à la base, est lightweight, alors que Anthony Pettis a quand même réussi un cut jusque featherweight. Donc, a priori, il y aura quand même un avantage de poids vers Cerrone. Et le deuxième petit point là-dessus aussi, c'est que Anthony Pettis repose beaucoup son jeu sur la vitesse. Évidemment, quand tu montes de catégorie de poids, a priori, ton corps n'est pas habitué et tu vas perdre un tout petit peu en vitesse et gagner en force en contrepartie. C'est clair. Après, et je te rejoins sur ça, le risque, il aurait été encore plus important si on avait en face un profil de lutteur. C'est-à-dire que si tu as un 77 kilos, tu montes face à un lutteur qui vient un peu te coller, tout ça, ça peut être chiant. Sur la puissance de frappe pure, que ce soit 70 ou 77, je pense que Cerrone a plus de punch en termes de punch pur. C'est-à-dire en termes de puissance de frappe, je pense que Cerrone frappe plus fort. Donc je pense que en fait c'est juste que tous les deux, je pense qu'il y ait une différence de plus de 2-3 kilos sur ce combat. Ouais. Malgré le fait que ça se fasse à 77, je trouve même plutôt intelligent de la part des deux de se dire bon, on évolue tous les deux à 70. Là, c'est pas un combat pour le titre. On n'est pas des gros cutters. Faisons-le à 77. Maintenant, oui, il y a un certain avantage pour Cerrone en puissance de frappe, mais je pense pas que ça puisse faire la différence. Enfin, entre guillemets, que ce soit quelque chose de très important dans le combat de samedi. D'accord. Eh ben, on va finir sur ça. On finit toujours sur un pronostic. Je pense comprendre que tu vas vers Petit, Anthony Pettis. je mets petit. Félicitations. Je vais même aller plus loin, tu vois. Je vais peut-être mettre petit sur KO deuxième. Au deuxième, d'accord. Je pense que Ouais. j'avais une lecture qui était plus ou moins la même que toi. Le petit truc que moi j'avais tendance à dire, c'est que ce qui va à l'avantage de Cerrone, c'est qu'il est capable de gagner des rounds. J'ai l'impression que Pettis c'est plus un opportuniste, enfin, un finisher qui réfléchit pas spécialement aux décisions. C'est-à-dire qu'il prend son combat à la recherche d'une opportunité pour finaliser. Ouais, Et ça c'est lui a vrai. pas de problème souvent dans sa carrière. C'est vrai. Et après, pour en revenir à ça, c'est un aspect qui a toute son importance. Tu vois, s'ils avaient fait une sorte de UFC on Fox en main event pour un 5x5, tu Ouais. vois. Le fait est qu'en 3 rounds, tu vois, Cerrone, même s'il comptabilise ses rounds, du fait que ce soit un diesel, je le vois mal gagner les 2 premiers rounds. Oui, En exact, fait. exact. Je suis assez Tu vois, d'accord. c'est ça qui fait que vraiment, je pense que Petit se dirige vers un KO deuxième ou une décision au troisième. D'accord. Mais effectivement, au fur et à mesure du combat, je suis assez d'accord avec toi pour dire que on va avoir ça et ensuite Cerrone peut revenir plus fort dans la fin de combat. Si c'est pas fini. Si c'est pas fini, exactement, c'est ça. Je pense que Cerrone peut finir fort le combat si ça s'inscrit dans une décision. D'accord. Bah écoute, on note tous les deux, on pronostique tous les deux Anthony Pettis. Je prends juste mes notes Ouais, à côté, comme ça je suis sûr ouais, de. ouais. Voilà. Donc ça c'est le dernier combat de la carte préliminaire. Je voulais juste faire un interlude sur ton avis par rapport à Greg Hardy.
Moi, je suis assez surpris de voir Greg Hardy qui se retrouve en main card, surtout quand tu as des combats comme Anthony Pettis contre Donald Cerrone ou même Vicente Luque contre Nico Price en prélims. Ouais. Bon, même à la rigueur, Verdun contre Oleinik, hein. Aussi, ouais, ouais. Franchement, à la rigueur, on préférait tous voir ce combat. En fait, le combat de Hardy contre De Castro. De Jorgen De Castro, Castro. voilà. Ouais. Contre De Castro, c'est pour moi clairement le gros low cost de Ngannou vs Rosen. Ouais. C'est-à-dire qu'ils mettent deux fois le même type de combat, deux poids lourds. Enfin, il y a pour moi aucun intérêt à ce combat. Quand tu vois, il y a Jacare qui va combattre Uriah Hall, par exemple, ça me fait mal au cœur de mettre Dan Hardy. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, ouais, c'est l'UFC, c'est les États-Unis. Après, il y a aussi quelque chose, et ça on ne maîtrise pas, c'est que je sais pas comment est fait les contrats, mais sur la main carte, en fait, c'est souvent des contrats pay-per-view. Et donc c'est pour les combats, il y a des combattants qui ont des contrats pay-per-view et d'autres qui n'en ont pas. Et ceux qui n'ont pas de contrat pay-per-view ont plus intérêt à être en carte préliminaire parce que la carte est beaucoup plus, en termes de visibilité, vue par beaucoup plus de monde. Exact. Donc c'est peut-être seulement un choix de la part des combattants de combattre en carte préliminaire. D'accord. Ok, ça c'est par exemple quelque chose que je savais pas et que tu m'apprends. Donc tu vois, ça peut être un choix, voilà, purement du combattant et de son staff, quoi. D'accord. On va passer à l'analyse du deuxième combat qu'on a choisi. C'est Jeremy Stephens contre Calvin Kattar, que moi j'apprécie énormément. J'ai très très hâte de le voir. Première question, c'est comment aborder le combat pour Kattar, qui est face à quelqu'un qui a le one punch knockout power, comme on dit. Lorsqu'on a un jeu qui est basé sur pas mal d'échanges, c'est-à-dire que Kattar, il aime bien échanger. Son jeu est quasi basé essentiellement là-dessus. Et quand tu es face à quelqu'un qui peut éteindre tes lumières en un coup, est-ce que tu adaptes complètement ton jeu ou est-ce que tu joues quand même sur tes forces par pure confiance en toi? Non, bah c'est ce qui va aussi se poser un peu différemment avec Ferguson contre Gaethje, hein. C'est le même problème. C'est que ce sont des gens qui aiment striker, qui sont dans un délire un peu kickboxer, c'est-à-dire plutôt aérien quand même dans leur manière de se déplacer. Maintenant, Stephen, c'est un gros striker. Il frappe fort, il est en appui. Kattar, il a la longe qui va peut-être lui permettre de débiter et d'essayer de garder cette distance. On a vu le dernier combat de Jeremy Stephens qui m'a surpris face à Pantera où il perd le premier round, il a deux doigts de se faire knock et il remonte très fort deuxième, troisième round. Mon pronostic est que Kattar va accepter les échanges, va continuer à accepter les échanges, mais va essayer de se reposer quand même sur sa distance et il va privilégier les frappes en ligne plutôt que d'arriver sur des crochets ou des choses à mi-distance. Il va quand même essayer de boxer à distance. Voilà. Ouais, je pense que c'est une bonne lecture. Effectivement, il y a beaucoup d'analystes qui voient Kattar comme étant un des combattants avec le meilleur jab qu'on ait jamais vu en MMA. Il a un très très bon jab et il a une très bonne gestion du rythme grâce à ce jab et justement un beau jeu de feinte. Il y a un petit point moi qui m'intéresse par rapport à Stephen, c'est ses low kicks qui sont fort sous-estimés. Il a des très très bons low kicks et la dernière fois qu'on a réellement vu Kattar en difficulté, c'était contre Moicano qui lui a complètement cassé la jambe et on a vu Kattar sans réponse par rapport aux low kicks. Il les checkait pas, il n'arrivait pas à les contrer. Est-ce que ça devrait faire partie intégrante de la stratégie de Stephens? Bah, Stéphane, de toute manière, il démarre beaucoup de ses combats comme ça, hein. C'est exactement comme Gaethje. En plus, c'est des coups de pied qui sont très difficiles à contrer parce que même si tu es face à un lutteur, c'est difficile à venir chercher. Il vient pas taper, je dirais, il vient vraiment taper presque tout droit sur le mollet, c'est vraiment un style de coup de pied qui est très difficilement contrable. Maintenant, je pense que Kattar en a conscience. Et c'est pour ça que face à quelqu'un qui est qui va mettre la pression et qui va être très en appui, il va avoir tout intérêt à faire jouer sa mobilité et à jouer de son jeu. Mais je pense que effectivement, Stephens va essayer de jouer cette carte et que Kattar, normalement avec son staff, a tout fait pour éteindre cette stratégie-là. Mais je pense qu'effectivement, on a vu le même combat et je pense que oui, c'est une carte que Jérémy devra utiliser sur ce combat, quoi. Enfin, que Stephens devra mettre sur ce combat.
Et c'est ça qui est un peu chouette dans ce combat, c'est qu'on va voir les évolutions de l'un comme l'autre, parce que on disait Qatar, il a eu du mal contre les low kicks de Moicano, et dans le même sens, Jeremy Stephens a toujours eu du mal contre quelqu'un qui se déplace bien, et Qatar a un très très bon jeu de jambes, un très bon travail d'angle. On l'a vu contre Yair Rodriguez avoir du mal contre Zabit Magomed Sharipov, et même contre Frankie Edgar, il subit souvent les combats face à des gens qui se déplacent très très bien. C'est un bon brawler, mais il lui manque un tout petit peu de capacité à mettre une bonne pression. C'est un bon brawler, mais il manque un peu la capacité à bien couper les angles. Parce que indéniablement, Stephens est un top 10, mais ça reste quand même un second couteau pour moi. Pareil, c'est un combattant qui s'est résigné au fait qu'il n'ira jamais chercher la ceinture, même si à un moment donné, on y a recru avec un rebond dans sa carrière où il enchaînait pas mal de victoires. Mais là, il est quand même sur 3 défaites. On voit que c'est continuellement un peu les montagnes carrière, c'est-à-dire que dès qu'il prend ceux qui arrivent dans le top 10, il les explose, et dès qu'il commence à aller sur le top 5, il perd souvent. Donc oui, il perd souvent à la décision, ça c'est clair. C'est quelqu'un qui n'a pas été beaucoup mis KO, même soumis. Deux fois, il a été mis KO 2 fois, c'est une fois par Aldo au corps et une fois tout au début de sa carrière par Edwards. Ah, je me souviens du KO fois d'Aldo. En plus, lui, c'est la rédemption pour Aldo. C'est et tu vois, par contre, Qatar, qui affiche quand même un palmarès beaucoup plus propre, qui n'a que 4 défaites dans sa carrière, qui fait 3 décisions en plus, qui perd qu'une fois sur soumission. Donc je pense que pour moi, il y a quand même un favori qui se dégage de ça, et je pense que Qatar va passer le test et qui va s'imposer sur le combat. Voilà. Oui, je suis assez d'accord. Parce qu'en plus, Qatar, depuis qu'il est arrivé à l'UFC, il a pris que des ils lui ont pas fait de cadeau. À part Fishgold qui a été un petit cadeau après son premier combat, qui n'était pas du tout un cadeau. C'est vrai que Fishgold, j'ai trouvé après son premier combat à l'UFC, on pouvait se dire tiens c'est bizarre, mais derrière ils lui ont donné des monstres. Il a perdu contre Zabit, Carnero, voilà quoi. Derrière il a fait le taf. Donc, Philly, Burgos. Il lui faut. Là, en plus, il est vraiment à un niveau où il lui faut accrocher un gros nom. Et Stephen, c'est parfait, quoi. C'est vraiment le combat qu'il lui faut, c'est vraiment le match-up qu'il lui faut. Et cette carte, elle est belle parce que tous les combats sont équilibrés et tous les combats ont un sens. De fait, j'allais le dire, exact. Il y a vraiment pas de gars qui ont passé là pour dire tiens, tu vois, même quand je regardais le combat tout à l'heure de Oleinik face à Verdum. Tu sais, tous les deux ont 42 ans. C'est l'air de rien quand tu analyses un peu dans je dirais un peu plus profondément le combat. Ce combat-là a vraiment du sens. Tu vois qu'Oleinik, en fait, son palmarès, par exemple, pour revenir à Oleinik, son palmarès à l'UFC, il est pas dégueulasse. Le type, il a 7-4. C'est pas, tu vois, c'est pas mal. C'est quelqu'un qui s'est jamais fait soumettre. En face de lui, t'as Verdum qui s'est jamais fait soumettre. Donc, tu vois, il y a vraiment des combats qui ont du sens comme ça, mais on y reviendra. Oui, en plus, il est vraiment fun sur papier et je suis sûr que ça va délivrer un beau combat. On va juste finir du coup sur ton pronostic. Je pense qu'on va de nouveau se rejoindre sur le vainqueur entre Stephens et Qatar. Ouais. Moi, Qatar à la décision. Ouais, pareil. Voilà, on a tous les deux la même lecture ici. Et donc, on va passer au combat suivant que tu viens d'analyser toi sur Facebook. Il s'agit de Ngannou contre Rozenstruik. Donc, je vais juste lire mes notes, c'est plus simple, ça je me bourre pas. Donc, moi, je disais, c'est un combat où la moindre demi-erreur coûtera la victoire immédiatement. C'est souvent le cas en poids lourd, encore plus quand il y a Ngannou et Rozenstruik aussi. Donc a priori pas droit à la demi-erreur. Est-ce que ça pourrait les rendre plus hésitants à échanger, surtout pour Rozenstruik qui se trouve face à un très bon contreur? De toute manière, ça va être la grosse crainte, c'est d'avoir une Derrick Lewis Ngannou. C'est ce que je disais. Après, il faut pas oublier que Ngannou, quand il affronte Derrick Lewis, il était en plein changement de staff, avec une grosse polémique qu'il y a eu sur son staff avec Miocic, donc il était un peu en reconstruction. Derrière Ngannou, il affronte Derrick Lewis. On ne sait pas s'il était vraiment prêt ou pas, tu vois, même mentalement. C'est ça. Tu vois, ce no fight, il faut aussi le remettre dans un contexte. Là, depuis Ngannou, il a affiché 3 victoires et contre des vrais noms. On a quand même Velasquez qui est l'ancien champion, Dos Santos Junior qui est l'ancien champion. Et donc sur papier, ça donne un combat qui est équilibré. Mais franchement, je pense qu'on se dirige tout droit vers
Je pense que Francis joue dans une autre catégorie pour vraiment être clair. J'ai fait une longue analyse sur ce combat. Je pense que Rosen a les armes pour battre Francis parce qu'il n'est pas là par hasard, Mhm. mais qui sont quand même pas dans la même catégorie. Tu vois, je pense que Francis est plus dangereux, physiquement plus athlétique, plus puissant, et que Rosenstruik c'est un kickboxer. Donc oui, il a plus, il peut mettre des coups de pied, etc. Mais c'est quelqu'un qui accepte les échanges. Ouais, Sauf que là, les gants de 4 avec la frappe de Francis, ça pardonne pas. c'est ça. Et quand tu regardes le dernier combat de Rosenstruik face à Overeem, ça a montré des grosses difficultés en lutte au sol. Ouais. Bon, même si on n'attend pas Francis sur les phases de lutte et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu aussi beaucoup d'échanges entre Overeem et Rosenstruik. Et je pense que Francis, si tu le laisses les mêmes ouvertures, ça va être compliqué pour Rosen. Oui, de fait, je pense que une bonne lecture aussi, c'est Rosenstruck est très composé, je dirais, mais ça lui arrive quand même souvent de surengager. Et contre Ngannou, tu peux pas surengager. On l'a vu, Overeem surengage, il se fait mettre KO. Dos Santos, très mauvais game plan, il Ouais, surengage, il se fait mettre KO. Et je pense qu'effectivement, c'est une bonne lecture dans un combat où tu as deux bons strikers, où techniquement ça s'équivaut, mais un qui a beaucoup plus de puissance vraisemblablement. Tu votes pour lui, quoi. si on parle techniquement pur, je suis sûr que beaucoup plus de poids lourds ont une plus belle gestuelle de frappe, un meilleur shadow que Francis, tu Mhm. vois, si tu regardes le shadow. Mais il y a une réalité que on ne peut pas nier, qui ne s'explique pas, je ne sais pas, c'est que quand Francis touche, il fait tomber les gens. Ouais. Francis, c'est ce que je regardais, c'était assez marrant de se dire ça, c'est que Francis a fait 9 combats sur ses 9 victoires à l'UFC, il a passé seulement 25 minutes dans la cage. Ouais. Et moi, en 3 combats à l'UFC, j'ai passé 45 minutes dans la cage. C'est-à-dire que presque il a passé un peu plus de temps que moi à l'UFC sur 11 combats, parce qu'il a fait un combat pour la ceinture avec 5 x 5. Ouais. Mais sinon, tu vois, t'imagines qu'en 3 combats, j'ai passé 45 minutes dans la cage, et lui, en 9 combats, il n'en passe que 25. C'est Et les gens énorme. arrivent à se rendre compte de ça quand même. C'est que en face même sur Miocic, au premier round, si tu te souviens des premiers échanges, la première minute face à Miocic, mais on se demandait comment il allait pouvoir sortir de la Miocic. Ah Il oui, non, avait c'est une clair, c'est clair. température dans la cage. Et ça, je pense que Rosen, pareil, il saura pas gérer cette pression et cette gestion de distance. Oui, c'est ça. Et je pense que tu as aussi mis le doigt sur quelque chose de très important. C'est très très beau d'avoir de la technique et d'avoir une technique très fondamentale et qui soit belle en shadow, etc. Au final, dans la cage, ce qui compte le plus, c'est l'efficacité. Quelqu'un peut te faire des coups de pied retournés parfaitement exécutés. Si ça touche pas et que l'autre il touche juste avec un jab, l'échange est gagné par le jab. Et même si le jab est dégueulasse. Vaut mieux, ça c'est clair. Il vaut mieux toucher que de faire un coup magnifique qui touche pas. Alors là, je serais toujours dans ça. De toute manière, moi j'ai un style qui est quand même plus martial qu'artistique dans ma manière de combattre. Et du coup, bah, ça fait partie pour moi de l'ADN du MMA. C'est cette chance-là qu'on a dans le MMA. C'est que c'est le côté martial qui prendra toujours le dessus sur le côté artistique de certains sports qui se sont perdus même dans ça, j'ai De envie de fait, dire. je pense qu'on s'aligne totalement là-dessus. Et je crois qu'on va à nouveau s'aligner sur le pronostic ici. Tu as aussi Ngannou. Moi, je verrais plutôt vers la fin du premier round. Je pense qu'au début, il y aura quand même Bah, tu quelques vois, moi, tests. j'ai même été un peu plus frileux que toi parce que je pense que ça interviendra sur le deuxième ou troisième round. Ah ouais, ok, ok, d'accord. Ouais, je pense pas au premier round. Tu penses que le premier, ce sera beaucoup de l'observation ou qu'il y aura quand même Ouais, quelques... Ouais. je pense que quand même ils vont se toiser un peu, tu vois, et que quand ça va démarrer sur la fin, voilà, je pense, tu vois, on est quand même pas à l'abri, les deux, hein, parce que pour moi c'est un combat qui va ouvrir les portes pour le titre, Ouais, parce que Cormier Miocic, bon, ça va un temps, mais à un moment donné, il faut le mériter, ou du moins ça va ouvrir sur une ceinture intérim à un moment donné, obligé, tu vois, on peut pas attendre tout le temps, et donc je pense qu'il y a quand même un certain enjeu, mais voilà, donc je pense, allez, je dirais deuxième round. Je pense ok. un chaos sur deuxième round. Ça, mais en tout cas, on a la même finalisation et le même vainqueur. Eh ben, écoute, il n'en reste plus que deux. On va donc passer au co-main event entre Dominique Cruz et Cerudo. Je pense que c'est un combat très Je pense que difficile. là, on va avoir un avis divergent, je pense. D'accord. Peut-être pas, parce que Ouais, à la rigueur, voilà. Mais voilà, on va en discuter et je pense qu'on va peut-être où on va se rejoindre et dans ce cas-là, c'est que tu suivras pas le courant actuel.
Tu D'accord. seras comme moi un peu à contre-courant. Je vais juste lire un truc que j'ai écrit, comme ça, ben justement, ça va directement donner la tendance, voir si on est en accord là-dessus ou pas. Est-ce que tu penses que Dominic Cruz est underdog juste pour son absence et ses blessures? Parce que selon moi, la version de Dominic Cruz qu'on a vue contre TJ Dillashaw ou même il y a 7 ans contre Mighty Mouse, pour moi, il y a pas photo, c'est lui qui l'emporterait sans Ouais, problème contre entièrement d'accord avec contre toi. Cerudo. Et pour moi, la seule raison pour laquelle il est underdog, c'est parce qu'il y a trop d'inconnus par rapport et à son Ah, absence de 3 ans et demi depuis sa c'est ça, défaite contre Herman, 2016. et qu'en plus, il a eu 2 blessures depuis, une au bras, une à l'épaule. Et il faut savoir qu'il a été blessé aux 2 genoux, à l'épaule, 35 ans, combattant un mouvement à 35 ans avec autant de blessures. C'est ça qui va peut-être faire que on n'aura pas la même version que ce qu'on a déjà vu par le passé. Ouais, bah, mais je te rejoins, c'est la grosse inconnue. En Mhm. fait, c'est pour moi d'ailleurs la seule inconnue qui fait que j'ai une petite réserve sur mon pronostic. Mais pour moi, Dominique Cruz est clairement le combattant parfait. C'est-à-dire qu'avec Demetrius Johnson à l'époque, c'était pour moi les deux meilleurs combattants au monde techniquement, Mhm. tactiquement, dans leur manière de gérer leur combat. Intellectuel En plus, aussi, on peut rajouter. intellectuellement. En plus, à l'époque, on n'avait pas les mêmes préparations physiques que maintenant. C'est quand même assez nouveau dans la préparation physique. Et eux, en poids léger, c'est des choses qu'ils avaient déjà intégrées depuis longtemps. Les poids Ouais. légers étaient toujours sur la pointe des pieds du premier au cinquième round. Euh, donc pour moi, Dominique Cruz, enfin, il a presque un palmarès parfait. Il a 22-2. Et en fait, Dominique Cruz, je pense qu'il est underdog, c'est qu'il a peu de combats à l'UFC, en réalité. Ouais. Il a à peine 6 combats à l'UFC. Tu vois, c'est très peu mais il s'est blessé 2 fois très longtemps et du coup, c'est un peu l'interrogation. Mais si mon avis est qu'il va revenir aussi fort euh, et au top de peut-être pas au top de sa forme, mais qu'il va gagner ce combat, voilà, tout simplement. Ouais, Parce que je te rejoins aussi. Je pense que c'est quelqu'un d'assez intelligent que pour s'auto-évaluer correctement. Donc, je pense pas que je t'entends mal, je sais pas si là, ça va mieux. ouais, je sais pas, je t'entends moins fort que tout à l'heure, mais je t'entends bien, ça Ah, va. ben, j'ai eu un moment où je t'entendais un peu moins bien aussi. Là, tu Là, tu m'entends? m'entends correctement? Ouais, là, je t'entends. Nickel. Ok. Ok. Donc ouais, je disais que je pense que Dominic Cruz est assez intelligent pour s'auto-évaluer correctement et qu'il accepterait pas un combat contre Cerudo s'il n'était pas sûr qu'il pourrait revenir capable de le battre. Donc c'est ça qui me donne un top de confiance en lui en fait. Ouais, et surtout la catégorie de poids. Ouais. Je pense que c'est une catégorie de poids dans laquelle Kroos sera enfin beaucoup plus puissant que Mhm. Cerudo. Il a aussi la longe. Ouais. Il est quand même plus grand que Cerudo de 10 centimètres. C'est pas et donc son allonge, je sais pas trop, mais il est quand même euh, plus d'allonge. Donc franchement, je pense que tous les indicateurs sont au vert sur Kroos et que tu as mis le doigt dessus tout à l'heure. La grosse crainte qu'on puisse avoir, comment il a géré cette absence, quel est son état de forme actuel, et voilà. Mais psychologiquement, Kroos, il nous a montré que quand il revient de blessure, il sait faire quoi. Tu vois, je pense qu'il va savoir faire et qu'il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, c'est voilà, c'est à 34 ans, comme tu disais, quand tu reviens d'une longue blessure. Mais voilà. Ouais, c'est ça, il faudra voir. Mais maintenant aussi le truc, c'est que peu importe, même s'il a un peu moins d'explosivité, de vitesse ou de réactivité qu'avant, Cerudo me semble pas être quelqu'un qui a la boxe de Garbrandt par exemple, ou qui a la capacité de mettre une pression comme n'importe qui. Il n'a pas non plus les low kicks pour ralentir les mouvements de Dominic Cruz. Donc ça me donne beaucoup d'éléments qui me donnent confiance en Cruz. Ouais, je suis entièrement d'accord. En plus, ouais, mais là, sur ça, je te rejoins totalement. Je vois pas Cerudo avoir la possibilité de mettre KO Cruz. Oui, il va lutter, il va réussir à lutter. Il y aura beaucoup de phases de corps à corps. Et je trouve que Cruz, sur ses sorties de corps à corps, il est toujours hyper dangereux. Ouais. Il a une capacité à sortir et remettre la pression derrière. Je pense que ça va être un combat extrêmement difficile pour Cerudo et je vois vraiment une victoire de Dominic Cruz, quoi. Ouais, Enfin, c'est si ça. on prend Dominic Cruz, je pense que Cruz va sortir vainqueur de cet affrontement. En bantam à 61 kilos, franchement,
je vois pas Cerudo s'imposer, quoi. Ouais, d'autant plus que Cruz est un stratège, donc je pense que lui viendra avec une stratégie et j'ai l'impression que Cerudo est plus quelqu'un d'adaptable. Donc c'est pas quelqu'un qui vient. C'est mon ressenti, je sais pas si c'est le cas, peut-être qu'il passe des heures à analyser. Je pense qu'il vient sans réelle stratégie. Par contre, il s'adapte très très bien. On l'a vu dans son dernier combat contre Moraes où il était complètement pendant 8 minutes, il était nulle part et puis il s'est adapté, il a rentré dedans et il a finalisé assez rapidement. Ouais, mais sur la lutte, tu vois, je pense vraiment que Cerudo va avoir du mal à lutter Cruz parce que Cruz en face, il a quand même un gros débit. C'est-à-dire je pense qu'il va jamais lui laisser le temps de s'adapter sur ses appuis, la distance, et que ça va pousser Cerudo à prendre des risques qui sont parfois trop grands. Ouais. Moi, c'est vraiment l'impression que j'ai de ce combat, c'est que je pense que il va se faire noyer sous les rafales de Cruz, quoi. Ouais, et je rejoins d'ailleurs Toulix en commentaire que je pense aussi que Cruz est capable d'amener Cerudo au sol sur un bon timing en réactivité. Ouais, bon, de toute manière, il sait tout faire. Ouais, Vraiment, il sait tout il sait faire. Pour le coup, après, voilà, c'est sûr qu'il le tentera pas, je pense, au premier round, mais effectivement, oui, il pourra le faire dans le combat. Ouais. Ok, bah, tous les deux Cruz à la décision ou tu le vois Ouais, finaliser? non, bah franchement, j'aurais bien dit un quatrième round TKO KO, Ouais. mais je pense que ça se dirige plus vers une décision. Mais pour le panache, je dirais KO TKO quatrième. Ok, moi je vais garder le safe et je vais mettre Cruz à la décision. Allez. Eh ben écoute, on passe au tout dernier, Ah ouais. Ferguson contre Gaethje. Tu as déjà fait une longue analyse sur Facebook, donc là je propose qu'on improvise un peu Ouais, carrément, bonne réponse. l'analyse. Il y a plein de choses à dire. La première peut-être c'est le côté défensif. Je pense qu'un coach de MMA ou de boxe n'apprendrait jamais une défense comme celle de Ferguson, ni comme celle de Gaethje. Donc Ferguson, c'est quelqu'un qui a son menton très haut, et je pense que c'est la définition pure de wall with punches. Donc il va être très réactif. Il a une très bonne réactivité. Quand les coups viennent, il va essayer d'aller dans la même direction que le coup Ouais, éviter les exactement. collisions et Ouais. amortir. Gath, lui, il bloque, un peu comme Joe Lawson, un combattant que j'aimais beaucoup. Et je pense que évidemment, c'est deux choses que tu conseillerais pas à tes athlètes. Moi, il y a juste un petit point par rapport à ça. J'ai l'impression que Gatch avait développé ce style parce il était très myope en fait. Donc, j'avais entendu que lui avait besoin d'avoir un contact physique avec ses adversaires pour savoir où il se trouvait et qu'il s'est fait opérer des yeux. Donc maintenant, il voit et il a une notion de perspective, ce qui pourrait, et on le voit d'ailleurs dans ses 3 derniers combats où il a une approche Ouais. Bah, différente. différente, mais moi je pensais que c'était lié à ses défaites. Ok. Tu vois, j'avais pas du tout cette donnée sur l'opération, enfin liée à sa visibilité et Je l'ai son appris visuel. hier. Je l'ai appris hier sur, c'est Dan Hardy qui l'a dit dans le Inside the Octagon. D'accord, ok. Moi, je pensais il devenait un peu plus stratégique au vu de ces deux défaites et c'est normal à un moment donné de réajuster le tir quand on voit qu'on perd, c'est que ça va pas. Même si c'était contre Alvarez et Poirier, bon Poirier. bah ouais. Mais ok, d'accord. Je savais pas du tout. Oui, c'est ça. Et Moi, j'ai puis, ouais, je t'en prie. par exemple, l'analyse du combat. Moi, ce que j'ai appris, c'est que Ferguson avait fait de la lutte universitaire. Alors moi, j'ignorais totalement que Ferguson avait performé à un certain niveau en lutte, quoi. Moi, je pensais que Gage avait vraiment comme bagage technique, du moins même s'il l'utilise pas en combat, était vraiment plus meilleur techniquement en lutte. Ouais. Et en fait, beaucoup de gens m'ont dit que non. Ouais, Ferguson vient de la lutte aussi, ouais, de base. Ouais, je ne savais pas du tout ça. Donc, on a un combat qui va être intéressant de toute manière. Ouais, je pense aussi dit qu'il y a au moins 80% du combat qui aura lieu debout. Je pense que les takedowns seront plus dans le moment que dans la prévision. Ouais, et tu penses que Gage n'a pas intérêt peut-être à faire durer le combat et pour faire durer le combat, à amener le combat au sol de Moi, temps en temps? vu la qualité des headlocks et des darts, Ouais, etc., j'aurais plutôt tendance à aller casser la d'accord. distance et chercher le corps à corps contre la cage plutôt. Si je Ouais, suis Gaethje pour essayer de fatiguer, parce que on a vu Ferguson prendre pas mal d'opportunités sur des shoots de ses adversaires, notamment Barboza. C'était une ouais, très belle, ouais, ouais, très ouais. très beau. Mais en fait, là où je te dis ça, c'est que Petit, contre Ferguson, il l'a amené au sol.
Ouais. Et même si Petit, parfois, je le trouvais carrément culotté dans sa manière d'être au sol, un peu trop décontracté, mais il a quand même gagné des précieuses minutes qui, dans un combat pour le titre, je dis au quatrième, cinquième, tu vois, quand les gars sont un peu fatigués ou bah, les soumissions deviennent moins facilement, etc. Ça peut être une stratégie. Ouais, effectivement. Ouais, surtout, ouais, comme tu dis sur la fin, quand t'es glissant et ensanglanté avec Ferguson, c'est inévitable. Évidemment, ça peut être stratégiquement intéressant. Ouais. Mais après, voilà. Même si Gage, pour en revenir à Gage, même si Gage a vraiment cette capacité à éteindre la lumière à tout moment dans le combat, parce qu'il a une grosse force de frappe, sincèrement, encore une fois, je pense que Tony Ferguson est meilleur sur Mhm. beaucoup de domaines et que le combat se dirige vers une domination qui va être par destruction, Ouais. petite, minime, mais à chaque fois, tu vois, il va faire comme dans Street Fighter quand tu casses la voiture, petit à petit, jusqu'à la détruire totalement, tu vois. Et je pense que c'est ce qui va se passer et qu'on va avoir un Gage complètement défiguré. Et soit on va avoir un KO TKO, soit un Gage qui va essayer d'aller au sol désespérément et qui va prendre une dark, comme tu disais un peu. Ouais, je pense Moi, que voilà, ben, Tony c'est Ferguson, le c'est celui qui combat a que j'ai. de Dars à l'UFC, je pense. Ah, c'est le meilleur. Ah ouais. En plus, parce qu'il a, en plus, faut dire il a le corps pour. Ah oui, de fait, Il a, oui. il a des bras qui sont hyper longs, qui est fin. Bon, pour le coup, ça s'y prête totalement, quoi. Il y a un point qui est intéressant par rapport à ce que tu dis sur la durabilité. C'est vrai que Tony Ferguson a justement tendance à s'imposer progressivement sur ses adversaires et à gagner de plus en plus distinctivement les rounds au fil du temps. Son cardio, c'est imbattable. Je pense qu'il a le meilleur cardio à l'UFC. Et Gatch, même s'il est très durable, on l'a déjà vu fatigué d'un point de vue cardiaque, cardiovasculaire. Par contre, sur la durée d'un combat, on est obligé de parler des low kicks de Gatch parce que plus le Je combat suis dure, d'accord. plus tu vas en encaisser, moins tes mouvements seront efficaces. Ça peut aussi jouer sur la durée. Je l'ai mis, mais sincèrement, encore une fois, je pense que il est tellement osseux, Ferguson, que je suis même pas sûr que Gage ne se fasse pas mal en tapant Fergus, parce que Fergus il bloque parfois les low kicks Oui. et il est quand même assez malin. On le voit comme un bagarreur un peu foufou et tout, mais c'est quelqu'un qui reste plus mobile que Gage et qui, comme tu le dis, va souvent dans le sens de la frappe pour amortir les mouvements, Mhm. opposer les mouvements. Et en fait, Ferguson, je vais dans sa manière d'user l'adversaire, je le compare un peu à Thompson. Thompson, c'est toujours le premier round un peu équilibré. Il gagne Ouais. toujours de manière un peu équilibrée. Puis au deuxième, ça devient un peu plus net. Et au troisième, c'est carrément outrageant la manière dont il gagne. Et, et Ferguson, c'est un peu ça. C'est qu'au début, bah voilà, c'est un peu équilibré. Il peut même peut-être avoir donner la sensation qu'il perd ce round. Mhm. Et au deuxième, il commence à revenir et en fait son cœur il lâche pas, il lâche pas. Et au troisième, bah t'as un mec en face de lui complètement en sang, Ben, ensanglanté et tout. c'est ça que certains analystes ont d'ailleurs dit, c'est si on voit Gaethje gagner, c'est comme dans ces trois derniers combats, c'est-à-dire au premier round, parce que on va pas dire que Ferguson commence lentement, mais c'est généralement son moins bon round et il se fait souvent toucher, voire même il prend des knockdowns dans le premier round. Et Gaethje a montré qu'il était capable d'avoir De un seul coup pour gagner, peu importe la direction, parce que ça c'est peut-être un point intéressant. Je trouve que ces trois derniers KO sont très très intéressants parce qu'ils sont, même s'ils viennent tous les trois de sa main droite, sont complètement différents. Il y en a un où il va passer en gaucher pour placer son crochet droit contre Barboza pour couper l'angle. Ouais. Contre James Vick, il va plutôt utiliser une stratégie à la McGregor, c'est-à-dire qu'il va forcer Vick à aller vers son côté fermé, mais il va quand même envoyer l'overhand pour le finaliser. McGregor l'avait fait contre Mendes notamment, contre la cage. Et son dernier KO contre Cerrone, c'était à reculons. Donc il a montré une capacité à finaliser avec sa main droite dans trois dynamiques différentes, ce qui est Mais assez intéressant. c'est dans une dynamique différente, mais toujours en mettant la pression. C'est-à-dire Ouais. qu'il est tout le temps basé sur ses déplacements. Euh, Après, je pense que Fergu est capable de. En fait, c'est ça, c'est ce que je dis. Il a cette capacité unique d'avoir un style de mobilité qui met une pression. C'est-à-dire qu'il est tout le temps dans une mobilité assez, en plus avec des déplacements assez particuliers, mais en fait, on n'a jamais l'impression qu'il subit la pression. Alors que Mhm. Gaethje, c'est quelqu'un qui a quand même besoin de mettre la pression
De fait. Pour combattre. Et on l'a vu contre Alvarez. Dès lors qu'Alvarez a commencé à avancer, ça a été compliqué pour Gaethje de répondre. Ouais. Donc, Ouais, je après, te rejoins sur cette lecture. C'est très très bien vu. Ouais. ouais, c'est un combat qui va être de toute manière engagé, ça c'est sûr. Comme tu le dis, plus les minutes vont filer et plus la victoire deviendra certaine pour Ferguson, même s'il faut se méfier du punch de Gaethje. Mais moi, en tout cas, personnellement, je vois un Ferguson gagner. Ouais. Il y a deux points dont on parle rarement de Ferguson parce qu'il a un style tellement extravagant qu'on parle beaucoup de son côté peu orthodoxe, mais au final il a un excellent jab et quelque chose dont on parle très peu et pourtant qui aura beaucoup d'impact selon moi dans ce combat, c'est ses snap front kick qu'il a bien utilisé contre Cerrone et on en parle très peu. Et Gaethje, même s'il commence à travailler les angles de plus en plus, ça reste quelqu'un qui avance beaucoup en ligne. C'est une technique qui pourra être vraiment décisive dans ce combat. C'est vrai. En plus, on n'en parle pas beaucoup et même parce qu'en fait, c'est rarement un coup de pied qui met KO. À Mhm. part, bon, on en a tous vu qui vont au menton le plus connu, c'est celui de Anderson Silva qui prend Ouais. face à Vitor comment? Belfort. Voilà. Mais effectivement, en plus, ça, c'est un coup de pied qui marche bien et qui te stoppe net. Ouais. Alors, même s'il te met pas KO, ça peut vraiment te stopper net. Et effectivement, Ferguson a cette capacité. Et en plus, c'est encore une fois, je le redis, je pense que Ferguson, quand il te frappe, tu as forcément mal Mhm. parce qu'il est tellement osseux qu'il arrive à, à te frapper et à vraiment créer une douleur chez. Ouais, Enfin, c'est ça. on le voit dans sa manière de combat et le visage de tous ses adversaires qui l'ont affronté en fin de combat, ils sont marqués quoi. Faut Ah oui, pas. mais il cherche ça en fait. Hein. Il cherche à couper avec ses coudes. Contre Anthony Pettis et même contre Cerrone, je pense on le voit envoyer des low kicks où il cherche à faire un tibia contre tibia. À l'entraînement, il s'amuse à taper des barres en métal. Donc comme tu dis, c'est quelque chose qui va jouer en son avantage et ça va être difficile pour Gaethje de même imposer ses low kicks parce que je vois très bien Ferguson chercher le tibia contre tibia à chacun à chacun Ouais, des low kicks. c'est exactement ça. Et de même manière que quand Gaethje va mettre la pression un peu trop fort, on peut avoir un Ferguson qui donne son dos pour balancer un coude, enchaîner sur une roulade et se relever 3 mètres derrière. Ça, c'est vraiment un mec qui, tu vois, il est pas fou, mais en fait, il a une confiance absolue dans n'importe quel des domaines. C'est-à-dire que s'il sent que c'est trop dur en corps à corps, il peut très bien se jeter sur le dos pour attendre que le gars vienne sur lui, quoi. Tu vois, il est vraiment dans une dynamique assez différente. Et encore une fois, je pense vraiment que Ferguson est meilleur que Gaethje sur Beaucoup de points. pratiquement l'ensemble des domaines, quoi, des composantes du MMA en tout cas. Et il a quand même plus d'expérience. Même si Gaethje a très vite été propulsé sur le haut niveau, Ouais. euh, il a quand même échoué sur Poirier et Alvarez. Et ça, c'est du top 5. C'est Enfin, ça. Et je pense que ça, c'est un gros indicateur. C'est que les deux ont forcément, dans leur carrière, été dans beaucoup de combats de cette dynamique. Et celui qui a montré le plus de faiblesse, on va dire, dans un combat où les deux échangent et où ça va vraiment au mental, c'est Gaethje qui va lâcher un moment. Même dans sa victoire. Ouh, je vois qu'il reste que 25 secondes, bizarrement. Pronostic pour toi, j'imagine Ferguson. c'est ça, Ferguson. Ferguson, Parfait. tout le temps, après, tu peux relancer le live comme ça, on se fera 5 minutes d'impro. Mais ouais, Ferguson pour moi, TKO KO sur coupure ou abandon, quoi. Ça. Euh, vers le troisième ou quatrième round. Eh ben, moi, comme je t'avais dit, je comprends que Ferguson soit favori, mais j'ai un feeling pour Gaethje, je sais pas, donc j'ai le front